Bonjour, je me présente, je suis Sylvie Castonguay, je suis la directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence oculaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette cinquième conférence virtuelle de la série qui va se poursuivre jusqu'en mai 2024. Et cette conférence a suscité beaucoup d'intérêt. On a plus que 400 personnes qui se sont inscrites à cette activité. Je tiens à remercier les partenaires financiers de notre série de webinaires, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. La QDM est responsable du contenu associé à cette activité et atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de ses partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de notre conférence. Notre conférencier, Dr. Karim Amamji, que je vais vous présenter dans quelques instants, va donner un exposé d'environ 35 minutes et qui sera suivi d'une période de questions que je vais animer à partir des questions que vous avez posées quand vous vous êtes inscrit ou que vous pourrez poser durant son exposé en utilisant le bouton Q et R ou questions-réponses. Donc, on ne prend les questions que par écrit. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier. Dr. Karim Amamji est médecin spécialiste en ophtalmologie et chirurgien vitréo-rétinien. Il exerce à la clinique d'ophtalmologie Bellevue. Il est aussi professeur adjoint à la clinique du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, où il fait partie de l'équipe d'oncologie oculaire en tant que responsable des chirurgies complexes associées au cancer de l'œil. Dr. Amamji a fait sa formation médicale à l'Université McGill et sa résidence en ophtalmologie à l'Université de Montréal. Il a ensuite poursuivi une formation de 2 ans en chirurgie et pathologie de la rétine, ainsi qu'en oncologie oculaire à l'Université de Calgary et au prestigieux Centre d'ophtalmologie du Moorfields Eye Hospital à Londres. Au cours de sa carrière, il s'est dévoué à la recherche et au développement dans sa spécialité. Il a fait de multiples présentations scientifiques locales et internationales et a été lauréat de plusieurs prix et bourses pour son travail. Docteur Amamji, je vous remercie infiniment de prendre le temps de nous offrir cette conférence cet après-midi. C'était très attendu. Il y a énormément de questions qui vous attendent. On va essayer de comprimer ça dans quelques questions, malgré votre horaire très chargé. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être ici. Puis j'espère pouvoir répondre à vos questions. On connaît beaucoup sur cette maladie, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas aussi. Mais je suis ici dispo pour vous pour essayer de répondre à toutes vos questions sur cette maladie. Donc, parfait. Donc, juste le survol de la présentation. On va reviser un peu la maladie. On va reviser les tests diagnostiques, le traitement et en finale, les perspectives futures, les nouveaux traitements pour la dégénérescence maculaire humide. Donc, je vais juste montrer quelques statistiques. On connaît beaucoup les statistiques déjà, mais bref, la dégénérescence maculaire est un problème important. C'est la première cause de cécité dans le monde développé. 8,7 de la population sont atteintes d'ADMLA. Ça représente environ 2,5 millions, plus de 2,5 millions de Canadiens qui sont atteints de la maladie et plus de 250 000 qui sont atteints avec la forme avancée de la maladie. Au Québec, on parle pour la dégénérescence maculaire au complet, on parle d'environ 500 000 personnes qui sont atteintes de la maladie. Donc, c'est quoi les facteurs de risque de développer la dégénérescence maculaire? On sait que les deux plus gros facteurs de risque sont l'âge et la génétique. Donc, le plus qu'on avance en âge, le plus qu'on est à risque de développer la dégénérescence maculaire. Donc, au-dessus de l'âge de 40 ans, 6 de la population sont atteints. Et quand on regarde au-dessus de 80 ans, c'est plus de 10 qui sont atteints de la maladie. Les autres facteurs de risque, un gros, c'est fumer la cigarette. Ça augmente beaucoup notre risque de développer de la dégénérescence maculaire. Et les autres sont donc, tout ce qui est rapport avec les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'alimentation faible en vitamines, donc faible en fruits et surtout les légumes verts, qui contient les lutéines et les zéaxanthines, donc la vitamine A, C, E et zinc. Ça augmente, on sait que ça augmente notre risque de développer de la dégénérescence maculaire. Donc, quand on regarde l'histoire naturelle de la maladie, c'est sûr que c'est une maladie dégénérative. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'avec le temps, en général, ça va progresser. Donc, sur 5 ans,
5 des gens qui ont de la dégénérescence maculaire vont progresser vers les stades les plus avancés. Et sur 15 ans, 15 des gens vont progresser vers les stades les plus avancés. Donc, quelqu'un qui commence avec une dégénérescence maculaire précoce, mais le plus longtemps qu'il a la maladie, le plus de chances qu'il a de progresser naturellement vers les stades les plus avancés. Et cette atteinte visuelle va mener évidemment à une réduction de notre qualité de vie. C'est pour ça que c'est important de pouvoir traiter cette maladie. Donc, je vais vous reparler encore de la forme sèche et la forme humide. La majorité des gens sont atteints de la forme sèche, qui est caractérisée par des drusènes, des drusènes qui sont les dépôts jaunes au niveau de la macula, l'atrophie, qui veut dire comme des pertes de cellules au centre de votre rétine, dans la macula, et les pertes de vaisseaux qui font tout le problème. Versus la dégénérescence maculaire humide, ça, c'est une plus petite minorité des gens qui sont atteints de la dégénérescence maculaire humide. Donc, on parle de 10 des gens qui sont atteints de la dégénérescence maculaire sont atteints de la forme humide, mais ça représente 90 des pertes de vision sévères. Donc, quand on est atteint de la forme humide, si on n'est pas traité, ben, ça peut mener à une perte de vision beaucoup plus sévère et plus rapide. Puis, quand on parle d'humide, pourquoi on appelle ça humide? Humide, ça veut dire qu'il y a du liquide dedans. Donc, bref, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a ce qu'on appelle une néovascularisation. C'est un mot que vous allez entendre souvent dans la dégénérescence maculaire humide. Donc, néovascularisation, tout ce que ça veut dire, néo, c'est nouveau, vascularisation de vaisseaux. Donc, c'est des nouveaux vaisseaux, des vaisseaux anormaux qui se développent sous la rétine et ces vaisseaux-là vont saigner ou causer du liquide dans la rétine, de l'exudation. Puis c'est ce liquide-là qui va aller causer des problèmes dans les cellules de la macula, puis causer la baisse de vision. Donc, c'est ça qui n'est pas bon, c'est le développement de liquide ou de sang dans la rétine. Donc, je vais vous montrer rapidement une photo d'une rétine normale. Ça, c'est le nerf optique qui amène l'information vers notre cerveau. Ça, c'est les vaisseaux normaux de notre rétine. Puis, entre ces deux gros vaisseaux, ça, ici, c'est la macula. Donc, à côté du nerf optique, au centre, on appelle ça la macula. Donc, bref, la macula, c'est la partie centrale de la rétine. Donc, la macula va recevoir les images et va l'amener vers le nerf optique et le nerf optique va ensuite amener toute l'information vers le cerveau pour qu'on interprète ce qu'on voit. Donc, bref, la macula est importante pour notre vision fine, celle qui nous permet de reconnaître les visages, lire, conduire. Donc, quand on commence avec une dégénérescence maculaire sèche, on va commencer avec des petits points jaunes qu'on appelle des drusènes. C'est comme des petits dépôts qui se développent dans la macula. Ça, c'est un signe qu'on peut commencer à avoir la dégénérescence maculaire. Quand c'est précoce, il n'y a pas d'atrophie. Atrophie, c'est des pertes de cellules. Donc, c'est juste, on voit juste les dépôts jaunes, mais le fonctionnement de la vision est encore bon. Ensuite, quand on parle d'une dégénérescence sèche intermédiaire, là, les points jaunes deviennent plus gros. Donc, les drusènes deviennent intermédiaires ou de plus grosse taille. Et là, là, on peut avoir un début d'atteinte au niveau du fonctionnement de la vision. Et finalement, dans les formes avancées de la dégénérescence maculaire sèche, là, on a une atrophie. Donc, tout ce qui est jaune ici, ça, on appelle ça une atrophie géographique parce que ça ressemble à une carte géographique. Bref, c'est une zone où est-ce que les cellules ne fonctionnent pas, puis il y a une bonne atteinte de la vision à ce moment-là. Ça, c'est la forme avancée de la dégénérescence maculaire sèche. Donc, donc là, je vais comparer ça à la dégénérescence maculaire humide. Humide, ça, c'est une photo un peu dramatique. C'est une photo qui a avec un problème plus sévère. Mais bref, on a beaucoup de sang qui s'est accumulé dans le centre de la macula et du liquide. Donc, c'est ça qui caractérise la forme humide, c'est que tout d'un coup, ça va saigner, ça va causer du liquide dans la macula. Puis là, la baisse de vision devient plus rapide. La forme sèche, c'est plus graduel et plus lent versus la forme humide qui est une baisse de vision plus rapide si ce n'est pas pris en charge. Donc, comment ça se présente en termes de symptômes? On va voir on peut commencer par avoir une distorsion dans la vision. Donc, les lignes vont devenir plus croches. Nous, on regarde un cadre de porte, cadre de fenêtre, mais là, on va voir comme de la distorsion. Les lignes vont être croches. Et éventuellement, la vision centrale va être de plus en plus atteinte. Puis on va avoir un spot, ce qu'on appelle un scotome. Donc, un scotome, tout ce que ça veut dire, c'est une zone dans la vision où est-ce qu'on ne voit pas à travers. Donc, ça, on appelle ça un scotome central, donc un spot où est-ce qu'on ne peut pas voir à travers. Donc, ça peut nous prévenir, conduire, lire, reconnaître les visages. Rarement, cette maladie va causer une perte de vision complète. Donc, c'est assez rare. La majorité des gens avec une dégénérescence maculaire vont garder leur vision périphérique. Donc, de côté, ils vont pouvoir se diriger dans une chambre. C'est vraiment la vision centrale qui est plus atteinte. Dans certains plus rares cas, on peut perdre beaucoup, beaucoup de vision à cause de gros saignements. Même la vision périphérique peut être atteinte, mais ce n'est pas fréquent. La majorité des gens, c'est juste la vision centrale qui va être atteinte.
Donc, juste pour vous montrer une photo, ça c'est l'œil vu de côté. Les images visuelles vont rentrer par la cornée. Ici, l'organe qui est le plus antérieur, le plus en avant de l'œil, va passer par le cristallin et va frapper la rétine ici. Donc, ça, c'est la rétine, c'est comme le papier peint à l'intérieur de l'œil qui tapisse l'intérieur de l'œil. C'est ça qui va recevoir les informations visuelles, puis va les transmettre vers le nerf optique, qui va les transmettre au cerveau. Si c'est juste une photo, un agrandissement de la rétine qui montre les photorécepteurs, ceux qui sont importants pour la vision. Et les photorécepteurs vont bref, capturer les images, les envoyer vers le nerf optique, puis ensuite vers le cerveau. Juste une image ici pour représenter qu'est-ce que ça veut dire une néovascularisation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la dégénérescence maculaire humide euh, euh, au niveau des cellules de la rétine. Donc, tout ce qui est en bleu, là, ce que vous voyez ici en bleu, ça, c'est la rétine. Ça, ce qu'on voit en dessous de la rétine, ici dans les quatre photos, c'est des vaisseaux anormaux qui vont se développer et ces vaisseaux-là vont faire une distorsion de la rétine et non seulement une distorsion de la rétine, mais vont causer du liquide sous la rétine, dans la rétine aussi. Donc, les poches noires qu'on voit ici, c'est du liquide dans la rétine. Euh, et on peut avoir aussi ceux que peut-être ont déjà entendu des formes de dégénérescence maculaire comme la polypoïdale. C'est juste c'est une autre forme de dégénérescence maculaire où est-ce qu'on a des genres de polypes. C'est des gros vaisseaux en dessous de la rétine qui sont supposés de nourrir de l'oxygène aux cellules de la rétine, mais ils deviennent trop gros, puis ils deviennent incompétents, puis ils vont saigner ou causer une fuite de liquide dans la rétine. Puis quand le liquide rentre dans la rétine, ça cause une distorsion des cellules, des photorécepteurs, puis c'est ça qui fait en sorte que la vision est atteinte. Donc, comment on fait le diagnostic? Premièrement, on fait un examen clinique. Donc, l'ophtalmologiste va vous mettre sur une lampe à fente, va examiner avec des lentilles pour pouvoir regarder l'état de la rétine, puis va voir s'il va y avoir des drusènes, les points jaunes que je vous ai parlé, du liquide et du sang. Mais ce qui est venu un peu plus révolutionner le suivi et le traitement de la dégénérescence maculaire, c'est ce qu'on appelle l'OCT, parce que vous entendez souvent l'OCT ou le scan de la rétine. Bref, c'est comme une image de la rétine beaucoup plus précise. C'est pas un scan comme un CT scan que vous passez là, à l'hôpital ou bien un rayon X. Donc, il n'y a pas de radiation avec l'OCT. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque quand on fait, les gens, des fois, sont inquiets de faire beaucoup de scans de la rétine. Ça ne met pas de risque sur votre vision, sur votre santé parce qu'il n'y a pas vraiment de radiation. C'est vraiment juste une lumière qu'on envoie sur la rétine, une lumière sur un point de référence, puis c'est cette interférence entre ces deux images va donner l'image de la rétine. Et avec cette technologie, on peut voir précisément les cellules de la rétine, puis on peut voir s'il y a du liquide, s'il y a du sang, qu'est-ce qui se passe au niveau des photorécepteurs. Donc, ça nous donne beaucoup d'informations pour faire le diagnostic et le suivi. Donc, juste vous montrer quelques exemples des scans. Donc, ça, c'est un scan avec des drusènes. Les drusènes, c'est les points jaunes, mais c'est comme ça qu'on les voit sur l'OCT. C'est comme des petites bosses qu'on voit. Ensuite, quand ça devient humide, ben là, on va voir les kystes dans la rétine, donc du liquide dans la rétine, et on va voir du sang sous la rétine, donc des lésions hyper réflectives sous la rétine qui va représenter le sang. Traditionnellement, on faisait beaucoup d'angiographie à la fluorescéine. Donc, on met une intraveineuse, on injecte la fluorescéine, donc un colorant dans les veines. Ce colorant va circuler dans tout le corps, puis après ça, on prend des photos de la rétine. Ça nous permet de voir la circulation sanguine de la rétine. Puis, qu'est-ce qui est anormal, c'est quand on voit une fuite, ça nous dit qu'il y a des vaisseaux anormaux. Comme ici, au centre de la vision, on voit une fuite qui augmente avec le temps. Donc, ça nous dit qu'il y a des vaisseaux anormaux sur la rétine. Avant l'OCT ou avant le développement ou l'avancement dans l'OCT, on faisait beaucoup plus d'angiographie à la fluorescéine pour faire le diagnostic de la dégénérescence maculaire. Des fois, on a encore besoin de le faire, mais on a besoin de le faire beaucoup moins fréquemment parce qu'avec l'OCT, on est déjà capable de faire le diagnostic dans la majorité des cas. Et la technique la plus nouvelle, c'est de faire ce qu'on appelle un OCT angiographie. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'intraveineuse avec un colorant. Et ça nous permet de prendre une photo des vaisseaux de la rétine. Donc, on peut voir cette néovascularisation, ces nouveaux vaisseaux, on peut les voir sans même utiliser un colorant, juste prendre comme un scan comme l'OCT. Puis ça peut nous aider dans des cas un peu plus difficiles où est-ce qu'on n'est pas certain s'il y a des néo-vaisseaux ou pas. Bien, cette technologie peut nous aider à faire le diagnostic s'il y en a ou pas. Donc là, on va passer vers le traitement. Euh, Quand on parle de dégénérescence maculaire humide, traditionnellement,
il y avait plusieurs traitements. Donc, à part les injections, on parlait de laser et traitement de Visudyne. Et maintenant, ce qu'on utilise dans la majorité des cas, c'est juste des injections. Plus rarement, on va utiliser des chirurgies. On va passer un peu à travers. Le laser, c'était utilisé avant les injections. Donc, dans les années 80, c'était beaucoup, beaucoup utilisé. Ça stabilisait les lésions de nouveaux vaisseaux, de saignement dans 20 des cas à peu près. Puis, il y avait un haut taux de récidive de saignement ou de liquide, plus de 50 Puis, il y avait des risques de perte de vision modérés à 41 Donc, on peut voir que ce n'était pas très efficace comme traitement, mais ça pouvait aider à limiter les dégâts quand il y avait beaucoup de saignement. Ce traitement pour la dégénérescence maculaire est abandonné. On ne fait plus de laser pour la dégénérescence maculaire humide, sauf pour des très rares cas où est-ce que les vaisseaux anormaux sont vraiment à l'extérieur du centre de la vision. On veut réduire le nombre d'injections. On peut considérer ce traitement-là, mais c'est à toute fin pratique abandonné. La thérapie photodynamique, ça c'est ce qu'on faisait aussi avant les injections. C'est un genre de laser, mais ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on injecte un médicament par les veines. Ce médicament-là va circuler pendant 15 minutes et on fait un laser une longueur d'onde très spécifique sur le spot où est-ce qu'on veut traiter sur la rétine. Ça active le médicament qu'on a injecté dans le corps, puis en l'activant, ça ferme les vaisseaux, ça coagule les vaisseaux. C'était un traitement qui était relativement efficace, mais ça causait beaucoup de cicatrisation et des baisses de vision. Donc, en général, cette technique-là est aussi abandonnée pour la dégénérescence maculaire humide, sauf encore dans quelques cas où est-ce qu'on l'utilise. Donc, dans certains cas, par exemple, la polypoïdale, on peut faire des injections et c'est rarement juste la thérapie photodynamique. C'est souvent avec les injections, on peut l'utiliser pour aider les lésions à moins fuir. Donc, dans certains cas, on peut l'utiliser, mais encore assez rare. En ce moment, c'est abandonné pour la dégénérescence maculaire, sauf pour des cas rares. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on utilise en ce moment, c'est les traitements d'injection. Donc, quand on parle d'injection, c'est tous des traitements qu'on dit anti-VEGF. VEGF veut dire vascular en anglais, c'est Vascular Endothelial Growth Factor. Donc, c'est des facteurs de croissance vasculaire. Pourquoi c'est anti? Parce que ce qu'on injecte, c'est un anticorps qui va aller agir contre le VEGF. Parce que c'est le VEGF qu'on pense ou qu'on sait qui est responsable de créer ces vaisseaux anormaux. Donc, bref, c'est comme une réaction. Donc, pourquoi ces vaisseaux-là anormaux apparaissent? C'est une réaction du corps. Donc, quand il y a un dommage au niveau de la rétine, puis le dommage, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a causé, on va dire que c'est l'âge, la génétique, il y a comme un manque d'oxygène au niveau des cellules de la rétine. Les cellules de la rétine demandent de l'oxygène, ils en veulent plus. Donc, qu'est-ce que ces cellules-là vont relâcher? C'est le VEGF. Ils vont relâcher un signal. Donc, le VEGF, ils veulent recruter, ils veulent de l'oxygène, donc ils veulent recruter des nouveaux vaisseaux. Mais le VEGF, il va créer ces nouveaux vaisseaux-là. Ces nouveaux vaisseaux vont tenter d'amener du sang vers les cellules de la rétine, mais vu qu'ils sont anormaux, ils sont à risque de briser et saigner. C'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont saigner et puis ils vont causer du liquide sur la rétine. Mais l'anticorps qu'on injecte, lui, il va agir contre le VEGF. Donc, il va aller contrer le VEGF. Puis en le bloquant, ces vaisseaux-là les vaisseaux anormaux vont arrêter de grossir, vont arrêter de saigner en général. Donc, il y a plusieurs molécules qui ont été développées. Dans les plus anciennes, on parle de l'Avastin. En fait, l'Avastin n'avait pas été développé pour la dégénérescence maculaire, c'est utilisé dans le cancer du côlon. Puis ils ont vu que des patients qui étaient traités dans le cancer du côlon avaient une certaine réponse au niveau de leur dégénérescence maculaire. Et donc, de cette façon-là, ils ont décidé d'injecter ça dans l'œil, puis ils ont vu que ça aidait, puis ça a tout commencé là. L'Avastin n'a jamais été approuvé pour l'utilisation dans l'œil, mais on l'utilise beaucoup dans l'œil parce que on sait que ça fonctionne bien. Et c'est un médicament qui est très peu dispendieux, donc c'est encore très répandu, très utilisé dans le monde et au Québec, incluant au Québec. Et ensuite, les autres molécules qu'on a au Québec, c'est le Lucentis, le Biovis, le Eylea, le Beovu et le Vabysmo. Donc, ceux qui sont un peu plus qu'on connaît plus, c'est le Lucentis, le Eylea. Donc, le Lucentis, c'est celui qu'on utilisait enfin, on l'utilise encore, mais on a commencé à l'utiliser il y a à peu près 15 ans. Donc, c'est une très bonne molécule qu'on a beaucoup de recul avec. Et même maintenant, c'est rendu que cette molécule-là
va plus être remboursé en fait par la RAMQ parce qu'il y a un biosimilaire, un médicament qui est similaire au Lucentis qui a été développé, qui est moins dispendieux, mais qui fait le même travail, qui s'appelle le BioViz. Donc, ça, c'est un biosimilaire du Lucentis. Donc, un biosimilaire, c'est une molécule qui est similaire à la molécule mère. Donc, la RAMQ, le ministère a décidé de ne plus couvrir le Lucentis et de couvrir le BioViz. Donc, toutes les patients qui étaient sur le Lucentis sont transitionnés vers le BioViz graduellement. Puis, je pense vers avril, pas mal tout le monde va être déjà transitionné au BioViz. Donc, c'est deux bonnes molécules là, qu'on utilise de Lucentis qu'on utilise depuis longtemps, le BioViz qu'on utilise depuis moins longtemps, mais qu'on voit quand même des bonnes réactions là, à cette molécule-là. Et le Eylea, ça, c'est la molécule qui est le plus utilisée. C'est celui que la majorité des Québécois ont quand ils ont la dégénérescence maculaire. On l'utilise depuis plus de 10 ans et qui va avoir une nouvelle formulation bientôt que je vais vous parler là, tantôt. Les deux autres plus nouvelles molécules, c'est le Beovu et le Vabysmo. Le Beovu est sorti depuis quelques années et le Vabysmo, on l'a au Québec depuis 2023 et qui est remboursé par la RAMQ depuis cet été, en fait, depuis le mois de juillet. Depuis 2023, on l'utilise, mais depuis juillet, il est remboursé par la RAMQ. Donc, on a un peu plus, à peu près un an de recul là, avec cette molécule. Donc, c'est quoi l'avantage des nouvelles molécules? Pourquoi on parle de nouveaux traitements? Bref, c'est des nouvelles molécules qu'on peut injecter dans l'œil. Et le but, ce qui nous donne l'avantage des nouvelles molécules, c'est que ça diminue le fardeau du traitement. Donc, à la place d'injecter le patient une fois par mois, on peut les injecter moins fréquemment. C'est ça l'avantage des molécules. C'est qu'on puisse garder le patient stable, sa vision stable, sans qu'on ait besoin de le traiter à chaque mois ou à chaque 2 mois. On espère pouvoir les traiter à chaque 3 mois, 4 mois, même plus si c'est possible. Donc, on sait que IDEA, 40% des gens peuvent être traités aux 3 mois et rester stables, donc aux 12 semaines, ce qui est excellent. Le BOVU, même, ça montait jusqu'à 50% des patients qui étaient aux 3 mois. Et le Vabysmo, donc 33% à toutes les 3 mois, 12 semaines, et même 40% des patients étaient même aux 16 semaines. Donc, quand même, des patients sur Vabysmo dans les études, ça nous montre qu'on est capable d'espacer pas mal les injections toujours en gardant la vision stable. Donc, c'est ça les avancées en ce moment dans les molécules, c'est pouvoir augmenter la longévité du traitement. Donc, quand on parle excusez-moi, de BOVU, c'est une molécule qui est très puissante. On voit que 50% des gens, donc pas mal de personnes étaient aux 3 mois, même il y avait plusieurs personnes aux 4 mois. Elle n'est pas très utilisée parce que le profil de sécurité était moins bon. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'était un peu plus risqué d'injecter cette molécule-là. On peut avoir des inflammations et des baisses de vision avec le BOVU. Donc, il faut toujours regarder le risque et le bénéfice. Donc, c'est un peu moins utilisé, en fait, beaucoup moins utilisé comme molécule que le Eylea ou le Vabysmo, malgré qu'elle est puissante comme molécule. Donc, je vous dirais, c'est un très petit pourcentage de patients au Québec qui sont traités avec le BOVU à cause de son risque qui est un petit peu plus accru. Versus le Eylea et le Vabysmo, le risque est faible avec ces molécules-là, puis on a des bons traitements de longévité. Donc, les patients sont la majorité sur Eylea et maintenant Vabysmo aussi. Donc, au Québec, à l'hôpital, si on est traité à l'hôpital, la majorité des gens vont être traités avec de l'Avastin. Il y a certains hôpitaux qui ont le Eylea, mais en général, c'est l'Avastin dans les hôpitaux. C'est parce que c'est ça qui est couvert dans les hôpitaux, sauf pour quelques hôpitaux qui ont le Eylea. En cabinet, donc dans les bureaux de médecins, là, vous avez toutes les molécules sauf l'Avastin. Donc, c'est tout couvert par la RAMQ. Le Lucentis, le BioViz, le Eylea, le BioVu et le Vabysmo. Donc, ces molécules-là sont couvertes, sont offertes dans les cabinets. Le BioVu n'est pas couvert par la RAMQ, mais il est offert dans les cabinets. Les autres sont couvertes par la RAMQ, sauf le Lucentis qui ne va pas être couvert bientôt par la RAMQ. Ça va être le BioViz, le Eylea et le Vabysmo. Donc, c'est quoi la fréquence de traitement? Combien de fois qu'il faut qu'on injecte, combien d'injections on doit avoir, puis pour combien de temps? Donc, si on peut traiter le patient chaque mois, donc mensuel, sauf que c'est un gros fardeau de traitement, puis ce n'est pas idéal. Nous, notre but, c'est de donner le moins d'injections possible, toujours en gardant le patient le plus stable possible.
Donc, le traitement, la façon de traiter la plus utilisée au Canada et maintenant au monde, c'est le traité et espacé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au début, on fait des traitements au mois jusqu'à temps qu'on stabilise la maladie. Là, quand on voit qu'il n'y a plus de liquide ou qu'il y a presque plus de liquide et que la maladie est plus stable, là, on commence à espacer les injections tranquillement. On ne peut pas espacer rapidement parce qu'on a peur de récidive. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à bout de 2 semaines, on va commencer par exemple à toutes les 4 semaines. Après ça va être 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, ainsi de suite. Si on est chanceux, on peut arriver jusqu'à chaque 4, 5 mois chez certains patients. Puis il y en a d'autres qu'il faut qu'on reste à toutes les 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines. Donc, ça dépend vraiment du résultat qu'on a avec les traitements. Puis c'est tout individuel pour chaque patient. Ouais, quand on a essayé de faire des traitements au besoin, ça veut dire qu'on traite le patient jusqu'à temps qu'il se stabilise. Après ça, quand il est stable, on arrête les traitements puis on l'observe. Ça, c'est un peu plus risqué, puis on voyait des résultats visuels qui sont moins bons. Ça veut dire que ce qu'on essayait de faire, c'est qu'on faisait des injections au mois, puis là, quand on n'avait plus de liquide, on arrêtait les injections, puis on suivait le patient. On le voyait chaque mois, chaque 2 mois pour être sûr que voir si le liquide va revenir ou pas. Le problème, c'est que chaque fois que le liquide revient, mais là, on risque de perdre la vision, puis des fois, on ne peut pas toujours récupérer ce qu'on a perdu. Donc, on voyait sur les études avec cette façon de traiter qu'on avait des moins bons résultats visuels. Donc, c'est pas, pour la majorité des gens, je vous dirais, c'est pas la meilleure façon de procéder. Certaines personnes qui ont une maladie beaucoup moins active, c'est possible, mais en général, on fait ce qu'on appelle le traité espacé. Donc, même si la maladie devient inactive, on continue à traiter, mais on espace le plus possible les injections. Si on est capable d'arriver à tous les 6 mois, 8 mois, puis il n'y a pas d'activité, là, on peut considérer arrêter des traitements. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup des fois d'inquiétudes sur l'injection. Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe après? Les risques. C'est sûr que c'est pas drôle d'avoir une injection dans l'œil, mais en général, on essaie de faire en sorte que que ça fasse le moins mal possible. Puis en général, on réussit dépendant. Chaque médecin a sa technique, mais quand on gèle bien l'œil, on a beaucoup moins de chances d'avoir de la douleur. Donc, juste pour montrer une vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner, peut-être que ça ne va pas fonctionner, mais c'est une vidéo qui montrait une injection d'un de mes patients. Mais bref, voilà, ça va fonctionner. Donc, ça, ici, il est déjà gelé. Donc, quand on fait l'injection, il ne ressent pas de douleur là, durant l'injection. Puis chaque médecin fait ça de façon différente. Il y a des médecins qui vont mettre des écarteurs de paupières, il y en a qui n'en mettent pas. Donc, ça dépend vraiment du médecin, là, de l'ophtalmologiste qui va traiter. Ce qui nous inquiète le plus avec les injections, c'est de l'infection dans l'œil, mais c'est rare. Heureusement, c'est beaucoup moins d'1%. On avise toujours les patients de faire attention, de pas frotter l'œil, pas mettre de l'eau du robinet dans l'œil après l'injection pour être sûr de ne pas développer une infection. Donc là, on va parler un peu plus des perspectives du futur. Donc, il y a beaucoup comme je disais au début, il y a beaucoup de choses qu'on sait de la maladie, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on apprend. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches, vu que c'est une maladie très fréquente, très répandue. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans cette maladie. Donc, qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qu'on voit là qui va venir dans le futur? C'est des machines de scan qu'on a à domicile. Il y a déjà certaines compagnies aux États-Unis qui ont ça, puis certaines cliniques aux États-Unis qui ont ça. Bref, c'est le patient a sa machine chez lui, il va regarder dans la machine va prendre le scan, l'OCT, puis ça a de l'intelligence artificielle qui va pouvoir déterminer si la maladie est devenue humide ou si elle s'est réactivée. Puis si elle se réactive ou elle devient humide, mais là, ça envoie un signal à la clinique, puis le patient a un rendez-vous rapide là, pour être au moins vu, pour être traité si nécessaire. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est sûr que c'est une technologie qui coûte encore très cher et il faut regarder toujours la faisabilité là, dans chaque société, si c'est faisable ou pas, mais c'est quelque chose d'intéressant pour le dépistage. Là, pour le traitement, vraiment, notre but, c'est de réduire les fardeaux de traitement d'injection. Donc, nous, idéalement, ce qu'on aimerait atteindre, c'est qu'un jour, on fait le diagnostic de dégénérescence maculaire humide, on injecte le patient une fois, c'est tout, c'est fait. On n'est pas encore rendu là, mais c'est ça qu'on aimerait. Donc, une nouvelle molécule qui va venir sous peu au Québec, en fait, déjà approuvée par Santé Canada, mais probablement pas être couverte avant la fin de l'année 2024, c'est le Eylea. Donc, c'est la même molécule, mais 8 mg, donc beaucoup plus concentré. Maintenant, on injecte du 2 mg. Donc, ça va être du 8 mg.
Et c'est très intéressant les données qu'on a avec les études. Ça montre que 80% des patients qui ont commencé avec ce traitement-là pouvaient atteindre jusqu'à 4 mois d'intervalle entre les injections. Donc, juste tous les 4 mois, ils étaient bien avec ces traitements-là. Donc, ça, c'est très intéressant comme molécule. Et finalement, il y a plusieurs traitements en études partout dans le monde sur la thérapie génique où est-ce qu'on peut bloquer le VEGF, donc faire, comme je vous dis, une injection, puis après ça, c'est bloqué pour toujours. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de répéter les traitements. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu dans les études avancées. On parle d'études phase 1 et 2, là, où est-ce qu'on regarde vraiment le profil de sécurité, donc voir si c'est sécuritaire de faire ces traitements-là. Donc, puis il y a plusieurs molécules candidates, mais c'est encore en mode recherche, puis on n'est pas encore rendu à ce point-là où est-ce qu'on peut dire, ben, on peut injecter le patient une fois, puis c'est terminé. Un traitement qui était sorti sur le marché aux États-Unis, qui allait sortir ici, mais là c'est un peu en attente. Là. Puis j'en parle seulement parce que juste pour que vous sachiez que ça existe, c'est un implant. Donc, un implant qu'on met dans l'œil, c'est comme un petit réservoir. Donc, ça ici, ce que vous voyez, c'est comme un petit réservoir qu'on implante chirurgicalement dans l'œil, qui reste dans l'œil. Et puis, ce réservoir-là, à la place de faire des injections, on va dire chaque 2, 3 mois, ben, on remplit le réservoir avec le médicament. Puis on a juste besoin de remplir le réservoir à tous les 6 mois. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est juste c'est comme on va dire une injection, mais à tous les 6 mois. Et on avait les mêmes résultats que si on faisait des traitements à tous les mois ou aux 2 mois. Le seul problème avec cet implant, c'est que c'était une implantation chirurgicale. Donc, c'est vraiment, on met de la quincaillerie dans l'œil. Donc, ça venait avec des risques. Les risques d'infection étaient plus élevés que la normale. Donc, on parlait 4 à 5 de risque d'infection. Des fois, cet implant-là bougeait, donc il fallait faire une autre chirurgie pour la replacer, elle tombait dans le... Donc, il y avait plusieurs petites choses qui faisaient en sorte que c'est un peu plus limité comme traitement. Donc, pas nécessairement c'est pas nécessairement quelque chose qui va être retenu comme le traitement le plus répandu parce que ça vient avec son lot de risques et de problèmes. Puis avec les nouvelles molécules qui sortent, qu'on peut aller jusqu'à 4, 5 mois chez plusieurs patients avec des injections, c'est là où est-ce que l'intérêt de ce traitement-là devient un peu questionnable. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette technologie, mais c'est quand même quelque chose que, juste pour que vous sachiez que ça existe et puis que c'est possible qu'on va en entendre parler encore. Avec les questions fréquentes, donc la grille d'Amsler. Donc, la grille d'Amsler, c'est ce que vous voyez, c'est comme un quadrillé avec un point au centre. On demande au patient de fermer un œil, fixer le point, puis regarder les lignes autour, voir s'ils deviennent distorsionnés ou pas, croches ou pas. Est-ce que c'est utile? Moi, je pense que oui, c'est toujours utile, spécialement chez quelqu'un qui a la forme sèche, qui est à risque de développer de la dénuisance maculaire. C'est votre ophtalmologiste qui va vous dire si vous êtes à risque de devenir humide. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine de le faire. Pas tous les jours, mais une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Vous pouvez le mettre sur votre frigo, cacher un œil, cacher l'autre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gros changements. Si vous voyez des gros changements, ça vaut la peine de prendre un rendez-vous chez votre ophtalmologiste pour voir si c'est devenu humide ou pas. Parce que quand on l'attrape tôt, c'est beaucoup mieux que quand on l'attrape trop tard. Donc, le dépistage précoce est important pour préserver la vision. Et donc, c'est quoi les délais? On va dire que vous avez un gros changement dans un œil, puis vous voyez qu'il y a beaucoup plus de distorsion. C'est sûr qu'à l'intérieur de 1 à 2 semaines, on va dire 2 semaines, ça serait bien d'être vu parce que si c'est humide, ben, on va commencer les injections à l'intérieur de 2 semaines. S'il y a un petit changement puis vous n'êtes pas certain, là, à ce moment-là, vous ne soyez pas trop inquiet. À l'intérieur de 3 semaines, je pense à la limite, bon, je veux dire 3 semaines, ça serait idéal d'être vu. Mais si vous avez des gros changements, ça vaut la peine d'être vu en urgence là, à l'intérieur de 2 semaines ou 1 à 2 semaines, dépendamment de la sévérité du problème. Puis l'autre question fréquente, peut-on cesser les injections? Donc, il y a 2 scénarios où est-ce on peut cesser les injections. Un scénario, c'est que la maladie, malheureusement, est devenue trop avancée, la vision centrale est très atteinte, et là où est-ce qu'on voit où est-ce que le bénéfice des injections donc il n'y a plus de bénéfice de faire des injections. À ce moment-là, votre ophtalmologiste va vous suggérer d'arrêter les traitements d'injection. Ça, c'est un scénario. Deuxième scénario, c'est une stabilisation de la lésion. Ça veut dire que les néovaisseaux deviennent très stables, ils arrêtent de fuir. On voit ça c'est un certain pourcentage de la population. Ce n'est pas la majorité des gens, mais on va dire dans 10 à 15 des gens, après la série de traitements, là, on voit que la maladie devient complètement inactive. On espace beaucoup les injections. On arrive aux 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis il n'y a pas de récidive de liquide du tout, du tout. À ce moment-là, on peut considérer juste l'observer puis voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est des suivis quand même à long terme parce que ça peut se réactiver.
Sauf que dans ce scénario, oui, on peut arrêter les injections dans certains cas. Donc, en conclusion, c'est une maladie malheureusement très répandue. C'est la première cause de cécité dans le monde développé. Les traitements d'anti-VEGF sont venus vraiment révolutionner le traitement de cette maladie-là. Et notre perspective du futur, c'est vraiment de réduire le fardeau de traitement et rendre la vie beaucoup plus facile à nos patients. Merci beaucoup, docteur Amamji. Je pense qu'on vous avez répondu à beaucoup de questions qu'on avait reçues avant la conférence et pendant. J'ai une question aussi qui nous revient souvent au bureau. Est-ce que quand on a de la dégénérescence maculaire humide, est-ce qu'il y a un risque accru ou quelque chose qu'on devrait savoir quand on a une autre maladie de l'œil, par exemple le glaucome, les cataractes, décollement de rétine, ou ce sont des choses qui sont totalement séparées? C'est des maladies totalement séparées. Cependant, c'est sûr que quelqu'un qui a du glaucome assez avancé ou même du glaucome pas avancé, il faut surveiller un peu plus l'ophtalmologiste va surveiller un peu plus la pression et le glaucome parce que chaque mois, on va dire que chaque mois est injecté, on met un volume dans l'œil, puis chaque fois qu'on met un volume dans l'œil, ça monte un peu la pression de l'œil. Donc, quelqu'un qui a un glaucome avancé puis qu'on a besoin d'injecter à chaque mois, il faut surveiller le glaucome parce que ça peut aggraver le glaucome. Mais les injections en tant que telles, sans risque de base de glaucome, ça serait pas, ça va pas, c'est assez rare que ça va vous causer un glaucome. L'autre chose pour les décollements de rétine, c'est pas impossible avec les injections de développer un décollement de rétine, mais c'est très rare. C'est pas quelque chose c'est pas l'injection ou la dégénérescence maculaire qui va causer le décollement de rétine. C'est à part. La cataracte peut toujours être on peut avoir beaucoup de gens développent, tout le monde développe des cataractes avec l'âge. Donc, il y avait une idée au début que possiblement opérer la cataracte peut aggraver la dégénérescence maculaire. Maintenant, on sait avec nos études que c'est distinct. Donc, quelqu'un qui a une dégénérescence maculaire, on peut l'opérer avec sécurité, sa cataracte, sans avoir peur d'une progression à cause de la chirurgie de cataracte. Excellent, bonne nouvelle. Dites-moi, vous avez mentionné tantôt qu'il y a dans les hôpitaux, on utilise habituellement l'Avastin versus dans les cliniques privées, on utilise les autres molécules dont vous avez parlé. Si un patient se dit, ben moi, ma compréhension, vous me corrigerez si j'ai mal compris, l'Avastin a un intervalle entre les injections qui est moins grand dans la plupart des cas. Pourquoi on ne voit pas l'intérêt en hôpital d'avoir les autres molécules ou qu'est-ce que devrait faire un patient qui voudrait avoir une discussion et changer de traitement s'il pense qu'il aimerait avoir un intervalle plus grand entre ses injections? Ouais, une très, très bonne question en termes de pourquoi c'est de l'Avastin dans les hôpitaux au Québec. Chaque province fonctionne de façon différente. C'est une raison plus budgétaire dans le sens que les hôpitaux ne voulaient pas avoir le budget des injections dans les hôpitaux et même, c'était pas quelque chose ils voulaient pas que la majorité des injections, le gouvernement voulait pas que la majorité des injections se fassent dans les hôpitaux parce que pour traiter beaucoup de patients, ça prend beaucoup de ressources. Puis ils voulaient pas que ça soit dans les hôpitaux. Donc, ils ont comme poussé la majorité des injections à l'extérieur des hôpitaux, mais ils ont gardé certains patients, ils ont quand même gardé le traitement d'Avastin dans les hôpitaux pour pouvoir offrir le traitement. L'Avastin peut très bien fonctionner. Chez certains patients, on est aux 2, 3 mois, 4 mois avec l'Avastin aussi. Donc, c'est là où est-ce que l'ophtalmologiste va décider, ben, si on arrive à un patient, on a besoin de traiter à chaque 4, 5 semaines avec l'Avastin, peut offrir au patient, on peut vous transférer au bureau, est-ce qu'on peut on peut essayer une autre molécule, espacer plus les injections. Ça, c'est une discussion à avoir avec le patient. Si le patient n'a jamais eu la discussion avec son ophtalmologiste, je suggère ben, de demander au moins à l'ophtalmologiste si c'est possible qu'avec une autre, est-ce que ça serait avantageux pour eux qu'avec une autre molécule, ils peuvent avoir un fardeau de traitement moindre ou pas. Donc, à ce moment-là, il pourrait être transféré d'un ophtalmologiste à l'hôpital à un ophtalmologiste en clinique privée selon son désir ou c'est plus compliqué que ça? Ben, en général, je dirais, la majorité des gens qui font des injections dans les hôpitaux en font aussi en cabinet, en bureau. Donc, je dirais, c'est pas très fréquent des gens qui font juste des injections à l'hôpital. En 2024, c'est pas très fréquent. Si vous êtes dans le scénario où est-ce qu'il y a vraiment si c'est un ophtalmologiste qui travaille seulement à l'hôpital, là, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais il faudrait juste demander est-ce que je peux être transféré à un autre médecin parce que j'aimerais essayer une autre molécule. Mais
c'est sûr que c'est encore, ça revient toujours, la molécule revient à la discrétion de l'ophtalmologiste parce que j'ai beaucoup de patients que moi je traite avec l'Avastin à l'hôpital au CHUM et qui vont très bien. Puis ils me demandent quand même, est-ce que je peux aller, est-ce que je devrais transférer, même si c'est plus loin pour moi, je veux aller, je veux conduire plus loin parce que je veux essayer une nouvelle molécule. Là, des fois, je leur dis, ah, ça vaut la peine qu'on essaie. Des fois, je leur dis, pour vous, ça va bien avec l'Avastin, ça vaut pas la peine de changer parce que ça va pas vous donner un bénéfice. Donc, chez certains patients, on sait que ça va pas changer grand-chose. Donc là, on peut leur suggérer de rester quand même à l'hôpital et pas faire cette distance plus grande là, pour aller ailleurs. Quand on aborde la dégénérescence maculaire humide, est-ce que ça veut nécessairement dire que tout le temps, ou dans la plupart des cas, les gens avaient la dégénérescence maculaire sèche au départ? Oui, encore une bonne question. La dégénérescence maculaire humide peut apparaître un peu à n'importe quel moment. Donc, en général, oui, on commence avec une dégénérescence maculaire sèche et souvent, quand ça devient plus avancé, là, on atteint une dégénérescence maculaire humide, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on peut avoir une dégénérescence maculaire sèche minime où des fois on voit, il y a des entités qui ressemblent à la dégénérescence maculaire qui ont le même traitement, qui nécessitent les mêmes diagnostics, mais qui sont pas, on voit pas de drusène. Les points jaunes, on les voit pas, donc on peut pas appeler ça vraiment une dégénérescence maculaire sèche. Donc, en général, je dirais dans la majorité des cas, on va avoir des drusènes, on va appeler ça une dégénérescence maculaire sèche intermédiaire, puis là, ça va devenir une dégénérescence maculaire humide, mais certains patients vont passer d'une dégénérescence maculaire sèche minime, puis ça va devenir humide. Donc, c'est pour ça que le dépistage est important, au moins chez votre optométriste, une fois aux années, aux 2 ans, après l'âge de 40-45 ans. Et s'il voit des changements qui augmentent, ben là peut-être vous transférez vers l'ophtalmologiste à ce moment-là. Est-ce que, on peut penser que quand on commence à avoir des injections, puis on comprend que si on arrêtait nos injections et qu'il y a toujours du liquide dans le fond de l'œil, on aurait nécessairement une perte de vision centrale? Est-ce qu'on peut penser qu'on peut passer 10 ans, 20 ans, 30 ans? Il y a des gens qui commencent à 60 ans, même avant, à avoir des injections. Est-ce qu'ils peuvent garder une bonne vision quand même parce qu'ils maintiennent leurs injections avec le temps? Oui, donc puis ça aussi c'est variable. Puis ça, c'est là où est-ce qu'on connaît pas tout. Donc, certains patients vont rester très stables, leur vision très stable pendant 5, 10, 15 ans. Donc, ça veut dire que leurs néovaisseaux sont pas très agressifs. Donc, on va les injecter, on va dire, aux 2 mois, puis la vision va rester stable. Certains autres patients, les néovaisseaux sont un peu plus agressifs. euh, donc, malgré les injections, on peut avoir du liquide puis une baisse de vision graduelle. Souvent, on voit ça après 4, 5 ans d'injection, on a une baisse de vision graduelle. Et finalement, ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas mentionné durant la présentation, mais qui est très important à comprendre, c'est que la dégénérescence maculaire humide n'est pas complètement isolée de la dégénérescence maculaire sèche. Donc, ça veut dire que les gens qui ont une dégénérescence maculaire humide peuvent être très stables du point de vue humide avec leurs injections, mais la partie sèche de la dégénérescence maculaire peut progresser. Puis là, on commence à voir ce que je vous ai montré, l'atrophie. Puis l'atrophie, c'est les pertes de cellules. Puis là, leur vision diminue malgré les injections. Puis ça, malheureusement, c'est assez fréquent. Souvent, c'est après les 5 premières années de traitement. Là, on commence à avoir une atrophie commence à s'installer, puis la vision peut baisser graduellement entre 5 et 10 ans, ou même des fois plus, 10 ans ou plus d'injections. OK. Il y a des gens aussi qui ont la dégénérescence maculaire myopique. C'est le même traitement, mais est-ce que c'est dépisté de la même façon? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir là-dessus? Oui, donc la dégénérescence maculaire myopique, c'est le même traitement, même test pour le dépistage. La particularité avec celle qui est myopique, c'est que souvent, ils ont besoin de moins d'injections. C'est des vaisseaux anormaux qui sont souvent moins agressifs. Puis eux, on utilise plus le traitement qu'on dit au besoin. Ça veut dire qu'on va faire une série de traitements, donc 3, 4 injections. Puis là, quand on voit plus de sang ou de liquide, là, on va les suivre. Puis si on voit que ça récidive, là, on les injecte. C'est sûr qu'il y en a qui sont myopiques, qui vont avoir besoin de traitement de maintenance comme ceux qui sont reliés à l'âge. Mais souvent, les jeunes myopes vont avoir quelques injections, puis là, la maladie va se stabiliser pour longtemps, puis on va juste les suivre. OK. Il y a des gens aussi, souvent, se poser des questions sur les fameuses vitamines. Les vitamines, ça pourrait nous aider à ralentir la progression de la dégénérescence maculaire. Mais
Pour la dégénérescence maculaire humide, est-ce qu'il y a un lien entre la prise de vitamines, autrement dit, quelqu'un qui aurait une dégénérescence maculaire sèche assez stable depuis longtemps, mais qui a la dégénérescence humide, est-ce qu'il doit continuer à prendre ces vitamines-là à long terme? Oui, donc pour les vitamines, on donne les vitamines aux patients qui ont la dégénérescence maculaire sèche intermédiaire. Donc, intermédiaire, ça veut dire qu'ils ont des drosènes médiums et gros. OK? Donc, ceux qui sont à risque de devenir une dégénérescence maculaire humide ou à risque d'avoir une atrophie. Donc, ils sont à risque d'aller vers intermédiaire à avancé. Ceux-là, on les donne des vitamines. Si leurs deux yeux deviennent humides ou avancés, là, on peut dire que les vitamines deviennent moins utiles. Mais souvent, ce qui se passe dans la majorité des gens, c'est qu'un œil va devenir humide, mais l'autre œil n'est pas encore humide. Donc oui, ça vaut la peine de continuer les vitamines pour prévenir ou ralentir la progression de la dégénérescence maculaire sèche vers la humide ou vers la dégénérescence sèche avancée. Donc, ça vaut la peine de continuer les vitamines en autant que les deux yeux ne sont pas avancés. Si les deux yeux sont rendus à une forme très avancée, donc dégénérescence maculaire humide ou sèche avancée, là, à ce moment-là, le bénéfice des vitamines diminue. Mais pour tous les autres patients qui ont une dégénérescence maculaire sèche, ça vaut la peine de continuer les vitamines parce que ça réduit de 25 les risques d'aller vers la avancée, vers la humide ou la sèche avancée. La dégénérescence humide, on peut l'avoir dans un œil ou dans les deux yeux. Est-ce qu'il y a un pourcentage pour dire, sur 10 ans, par exemple, ou 15 ans, si j'ai commencé dans un œil, quel est le risque et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont aller vers un deuxième œil qui est atteint? Est-ce qu'il y a des choses à connaître sur les raisons? Super bonne question, puis on n'a pas une bonne réponse. Pour les statistiques, sans regarder là, spécifiquement le scan de quelqu'un pour lui mentionner le risque, on peut parler de 10 à 10, ça varie entre les études, mais on peut aller de 10 à 20 de risque que s'il y a un œil d'atteint, l'autre œil va être atteint. Mais on peut plus personnaliser cette statistique avec le patient si on a le scan. Donc, si je vois un OCT d'un patient, il y a des aspects du scan qui peuvent me dire, ben lui, il est plus à risque de progresser vers la forme humide dans son deuxième œil ou pas. Donc, c'est sûr il y a malheureusement pas quelque chose qu'on peut donner ou dire, ben, on va essayer à part les vitamines, il n'y a pas d'autre chose à faire pour ralentir le risque ou diminuer le risque qu'il devienne humide. Mais on parle de 10 à, on va dire, jusqu'à 20-25 de chances qu'il va développer la forme humide dans l'autre œil s'il y a un œil déjà humide. Les facteurs de risque que vous avez mentionnés pour la dégénérescence maculaire sèche, je pense, là, la cigarette, l'obésité, l'hérédité, etc. Est-ce que ça aussi, ce sont aussi des facteurs qui vont toucher la forme humide? Autrement dit, c'est par exemple, s'il y a de l'hérédité dans la famille et qu'il y a quelqu'un qui a la dégénérescence humide, est-ce qu'on peut penser que la famille, les autres membres de la famille auraient plus de risques qu'une Oui. famille où, heureusement, on aurait la forme sèche moins grave et qui serait juste dans un œil, par exemple? Oui, on peut dire que oui, sauf on n'a pas une façon de mesurer ce risque-là. Donc, on sait que on sait que c'est génétique, puis on sait qu'il y a plusieurs gènes associés. On ne peut pas dire à quelqu'un, à cause de ce gène, mais vous avez tant de risques, ça va devenir humide ou pas. Les facteurs de risque sont pour la dégénérescence maculaire au complet. Ça veut dire pas juste sèche, c'est sèche et humide. Donc, ces facteurs de risque vont ensemble pour les deux formes. Mais il n'y a pas une façon de dire à quelqu'un, mais moi, vous êtes plus à risque ou pas. C'est pas facile pour nous de déterminer ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens chez qui les traitements, ça ne fonctionne pas, malheureusement? Qu'on essaie toutes les molécules, ça ne fonctionnera pas. Oui, malheureusement, il y a des lésions plus résistantes que d'autres. Je vous dirais, en général, on trouve toujours une qui va fonctionner à un certain point. Ça veut dire que dans mes 10 ans de carrière ou 12 ans, là, si j'inclus mon training en rétine, j'ai rarement vu un cas où il n'y avait aucune réponse à aucune molécule. Là, il faut questionner le diagnostic à ce moment-là. Je dirais, en général, on est capable de stabiliser pas nécessairement avoir une excellente vision, mais on peut stopper la maladie à un certain point. Puis des fois, on tolère un petit peu de liquide. Donc, il va rester un petit peu de liquide, mais on continue à traiter parce qu'on sait que si on arrête, ça va juste s'empirer, ça va être beaucoup pire.
Mais ça existe des patients qui sont plus résistants que d'autres au traitement. Est-ce qu'avec le temps, à force d'avoir des injections dans les yeux, est-ce que ça peut devenir dommageable pour l'œil ou si c'est bien fait, est-ce qu'il y a un risque à avoir ça, des injections comme ça plusieurs fois par année? Chaque fois qu'on fait une injection dans l'œil, il y a un risque d'infection. Donc, c'est pour ça qu'on veut réduire le fardeau de traitement. Donc, chaque fois, il y a un risque d'infection. Les infections peuvent être très graves. Donc, quand on a une infection dans l'œil, peut être dévastatrice. On peut perdre l'œil complètement. Donc, c'est pour ça qu'on a tellement peur des infections. Puis c'est sûr que le plus qu'on fait d'injections, le plus qu'on a une chance d'avoir une infection. Heureusement, c'est quand même rare. Même ceux qui sont injectés à chaque mois, c'est quand même rare. Mais ça, c'est le premier risque. Donc, injection, on va dire chaque mois pour des années, c'est l'infection. Deuxième risque, c'est sûr que là, si quelqu'un est injecté à chaque mois pendant comme plusieurs années, là, c'est sûr qu'on augmente un petit peu le risque de développer du glaucome aussi. Ça a été vu plus récemment. Puis il faut surveiller, pas chez tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont jamais développer de glaucome, même si c'est chaque mois pour des années, des années, des années. Puis j'en ai plusieurs patients comme ça. Mais certains patients qui, à la base, ont un risque un peu plus élevé de glaucome, s'il y a un glaucome dans la famille ou déjà leur pression était un petit peu haute pour commencer, eux, ils sont plus à risque de développer du glaucome avec le temps. Mais quand on regarde toujours le risque et les bénéfices de traiter, souvent le bénéfice est beaucoup plus haut que le risque qu'on amène. Parce que si on sait que si on ne faisait pas les injections, mais là, à ce moment-là, la vision baisserait très vite des fois. Oui. Mais quand tu as une infection, comment c'est traité? Est-ce qu'on traite ça, un antibiotique ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une infection? Quand une infection dans l'œil, on appelle ça une endophthalmie, donc c'est vraiment une infection. C'est pas nécessairement comme les gens vont, des fois, ils ont très mal après l'injection parce que ça pique, ça brûle, ça, c'est pas une infection. Une infection, quand ça se présente, c'est une baisse de vision sévère avec une grosse, grosse douleur. Là, les patients ne voient plus rien de l'œil. Là, il faut en urgence aller prendre un échantillon du vitré, donc de l'intérieur de l'œil, pour envoyer ça en laboratoire pour vraiment voir c'est quoi la bactérie qui cause le problème. Et on injecte des antibiotiques dans l'œil. Puis ça, c'est fait de façon urgente. Puis des fois, on a besoin de faire une chirurgie pour même enlever toute l'inflammation dans l'œil. Il y a des gens parfois qui vont dire, je vois, il y a un monsieur ici qui dit, on voit un grillage bleu et orange, on voit des formes, des couleurs différentes. Est-ce que ça, c'est causé par la dégénérescence maculaire humide ou est-ce que c'est un autre type de problème aux yeux que la dégénérescence? Voir des grillages, c'est difficile. Souvent, c'est pas typique, mais ça dépend. Je veux dire, si c'est lumineux, si c'est comme des phénomènes lumineux, comme des zigzags de lumière, ça fait pas typique pour des dégénérescence maculaire, ça fait plus comme migraine ophtalmique. Mais certaines personnes voient comme des spots quand ils vont se réveiller, ils vont voir comme un spot noir. Ça c'est la dégénérescence maculaire qu'ils voient. Puis au courant de la journée, ils vont moins le voir parce que le cerveau va comme s'adapter puis va utiliser des ondes de rétine un peu plus saines. Donc là, il va mieux voir. Donc des spots, ça c'est possible. Puis des fois, ils peuvent être colorés, ces spots-là. Moi, je ne sais pas si c'est ça que le patient demandait, mais bref, des grillages et des formes, c'est pas très typique, mais ça peut être relié. OK, donc ça peut être relié. Il y Ouais. a des gens qui connaissent moins là, tous les traitements ou tout ça sur la dégénérescence là, qui participent à la conférence, qui demandent quelle sorte de vitamines on prend quand les vitamines qui sont recommandées et est-ce qu'on peut prendre ça en prévention aussi ou Oui, si on est atteint. souvent la formulation. Donc, euh, si on regarde la formule la plus répandue, c'est la formule AREDS qu'on appelle. On appelle ça AREDS. Donc, ça, c'est Vitalux ou Préservision. C'est comme des vitamines qui sont spécifiquement faites pour la dégénérescence maculaire. On appelle ça Préservision ou Vitalux. Ça, c'est les deux grandes vitamines qu'on peut acheter à la pharmacie. Euh, pourquoi nous, les ophtalmologistes, on suggère toujours ceux-là? C'est parce que la formule qui est dedans est étudiée sur des milliers et des milliers de patients. Donc, puis on fait des études, des très grandes études, puis ils les ont mis sur cette formule-là, sur ces vitamines-là, puis ils les ont suivis à long terme, puis c'est là où est-ce qu'ils ont vu que ça réduisait le risque d'avancer dans la dégénérescence maculaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plusieurs choses dedans, donc le zinc, la vitamine C, E, lutéine, zéaxanthine, tout ça est dans la formule, puis ça a été bien, bien étudié. Donc, ça a été bien étudié pour des gens, bien démontré pour des gens qui font la dégénérescence maculaire intermédiaire. Ça c'est diagnostiqué par votre ophtalmologiste.
Si on le prend avant, donc on va dire par prévention, on va essayer de le prendre pour pas avoir la dégénérescence maculaire, ça n'a pas été démontré. Donc, on n'a pas encore d'études qui nous ont montré qu'on peut prendre ça par prévention. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça ne le fait pas, mais on n'a jamais eu de preuves d'études qui nous ont bien démontré ça. Tout ce que je peux vous dire, moi, ce que je pense, c'est que toutes ces vitamines-là, on les retrouve dans nos aliments. Donc, on sait que manger des fruits, des légumes verts, surtout des légumes verts, donc brocoli, laitue, des épices, tout ce qui est des légumes verts à feuilles, épinards, le persil, le coriandre, tout ça, ça contient toutes ces vitamines-là, la lutéine, la zéaxanthine, ça va être dans ces aliments-là. Donc, ça va protéger ou ça va aider la macula. Aussi, une diète avec des noix, pas trop de viande rouge, donc une diète un peu méditerranéenne, ça a été démontré que ça aide la macula. Je ne vais pas vous dire que ça va vous le prévenir si vous avez des facteurs génétiques très forts, mais c'est quelque chose qui peut aider. Parfait. Écoutez, le temps passe, le temps a filé, il est presque 2h30. Oui. Donc, on va mettre fin à la période de questions. Il y avait encore des questions, mais je pense qu'on a réussi à faire le tour de pas mal de points grâce à votre science et vos connaissances. Donc, docteur Amamji, merci infiniment d'avoir participé à notre conférence. Je rappelle aux participants que ceux qui sont inscrits, qui s'étaient inscrits via notre formulaire, vont recevoir un courriel dans quelques jours avec le lien de rediffusion pour voir la vidéo de la conférence. Donc, vous pourrez la regarder une autre fois, comme vous voulez. Vous pourrez la partager. Moi, je dis toujours aux gens, partagez-la avec les membres de votre famille, vos enfants. On parle notamment de l'hérédité. C'est un sujet qui devrait être discuté notamment dans les familles. Et la vidéo va être aussi disponible dans quelques jours sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Notre prochaine conférence va avoir lieu le 13 mars, mercredi le 13 mars à 18h30. C'est une reprise de la conférence générale sur l'ABC de la dégénérescence maculaire qui est donnée par Hélène Thibodeau, qui est la présidente de notre conseil d'administration. Alors, écoutez, je vous remercie encore, docteur Amamji. Je remercie beaucoup tous les gens qui ont participé à la conférence. Donc, au nom de l'équipe de l'AQDM, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Au revoir.